Alstom, une entreprise qui était considérée comme un fleuron de l'industrie française, est aujourd'hui au milieu d'un plan de restructuration très difficile. 1500 employés licenciés, des ventes d'actifs et même une potentielle augmentation de capital, un événement cataclysmique pour les actionnaires puisqu'il consiste à diluer les actionnaires pour payer des dettes ou pour éponger des déficits. Ces difficultés et ce risque de dilution se font largement sentir sur le cours de bourse avec une performance de l'action qui fait moins 55% sur 6 mois et qui a même connu une journée particulièrement négative avec moins 38% sur une seule journée, ce qui est très rare pour une entreprise du CAC 40. La raison de la défaillance de l'entreprise est assez simple, elle perd de l'argent, elle prévoit d'enregistrer un flux de trésorerie négatif au-delà de moins 500 millions sur l'année 2023. Cependant, la question de pourquoi l'entreprise perd de l'argent, elle va avoir une réponse qui est beaucoup plus complexe, beaucoup moins simple, même beaucoup plus vague, puisque Alstom est un leader dans le marché ferroviaire, qui est un marché en forte expansion actuellement, avec des commandes de trains et de métro qui sont effectuées par beaucoup de gouvernements à travers le monde. C'est un marché qui se porte très bien, à tel point qu'Alstom a un carnet de commandes qui est rempli à hauteur de 90 milliards d'euros. Donc c'est un carnet de commandes absolument gigantesque par rapport à la taille de l'entreprise, qui montre une demande pour les produits que fournit l'entreprise qui est très soutenue, mais ce qui rend d'autant plus étonnant le fait que l'entreprise perde de l'argent et soit en difficulté au point de solliciter une augmentation de capital. Ces deux éléments qui, mis côte à côte, ont très peu de sens. Comment expliquer qu'une entreprise sur un secteur qui fonctionne aussi bien et qui est leader de son secteur et qui a autant de commandes puisse être dans une situation financière aussi mauvaise? C'est très compliqué à justifier. Alors cette entreprise historique française avait d'abord perdu son pôle énergie, qui représentait à l'époque 2/3 de son chiffre d'affaires, via un rachat de General Electric, entreprise américaine, avec l'aval du gouvernement de l'époque, présidé par François Hollande, et avec l'appui de celui qui n'était qu'un conseiller à l'époque, Emmanuel Macron. Ce rachat avait été effectué dans des conditions très opaques, avec notamment une justice américaine qui s'était permise d'enfermer des cadres d'Alstom et de mettre des amendes très lourdes à l'entreprise, ce qui aurait, selon différentes sources, poussé l'entreprise à se vendre aux Américains. Donc des pratiques de quasi-guerre commerciale extrêmement agressives et normalement totalement illégales, mais qui ont été permises par l'accord et par le soutien du gouvernement français, ce qui a réduit donc largement la taille du groupe Alstom, qui a vu 2/3 de son activité se faire racheter par les Américains. Mais cependant, il gardait le secteur ferroviaire, qui était, comme on l'a dit, en expansion et qui était un secteur qui marchait plutôt bien. Ils ont justement essayé, après ça, de mettre les bouchées doubles sur le secteur ferroviaire, et notamment via un rachat d'une entreprise canadienne, Bombardier Transport, qui a fait d'eux, comme on l'a expliqué, le leader occidental sur le secteur, deuxième entreprise ferroviaire mondiale derrière une entreprise chinoise qui va principalement exercer en Chine, donc une entreprise qui devrait être un compétiteur pas trop rude sur les marchés notamment européens et américains. Mais les coûts liés à ce rachat ont pesé bien sûr les finances d'Alstom, qui a contracté une dette, qui a fait une augmentation de capital précédente et qui en plus a dû racheter des projets de Bombardier qui ont eu des retards et qui donc ont pénalisé les finances de l'entreprise. Mais au-delà de ce rachat qui a logiquement coûté assez cher à Alstom, il y a également les propres failles d'Alstom dans ses chaînes de production et dans sa capacité à délivrer les projets qui lui avaient été commandés à temps. Alstom s'est habitué à avoir des retards sur ses projets, ces retards coûtent des pénalités et ces pénalités ultimement pèsent sur les finances de l'entreprise. Et donc pour le dire plus clairement, ce qui pénalise Alstom principalement, c'est un management, une organisation de l'entreprise qui n'arrive pas à délivrer ses projets à temps, qui n'arrive pas à s'organiser en termes de chaîne de production suffisamment efficacement pour pouvoir bien répondre à la demande, et également une gouvernance financière qui n'arrive pas, malgré encore une fois un carnet de commandes très rempli, à maintenir des finances stables et des comptes de l'entreprise dans le vert, et à avoir une ingénierie financière qui soit faite intelligemment pour ne pas affoler les actionnaires. Alstom est malheureusement un exemple assez dramatique de comment de mauvaises décisions et une gouvernance qui ne fait pas bien son travail transforment un fleuron de l'industrie française en une sorte de fardeau économique, que ce soit pour le gouvernement ou pour les actionnaires. Et c'est un message qui interroge sur la capacité qu'a aujourd'hui la France et ses institutions à vraiment développer des industries compétitives et saines, même sur des marchés qui pourtant se portent assez bien et qui sont très alimentés par ailleurs par les différents États de l'Union européenne ou d'Amérique du Nord. Deuxième actualité, l'élection présidentielle en Argentine. Alors, le candidat qui a été élu est un monsieur qui s'appelle Javier Milei et qui a fait beaucoup parler de lui parce qu'il est très vulgaire, assez extrême sur beaucoup de sujets, et parce qu'il se donne ou parce qu'il a, ça dépend parce que c'est de la politique, il peut aussi en jouer et on peut supposer qu'il en joue. Il a une image un peu de rocker complètement fou et qui a envie de détruire, comme il le dit, tous les services publics en Argentine, de détruire la caste de parasites qui est au pouvoir. Et donc de notre point de vue de médias occidentaux, il va apparaître comme une espèce de super Trump, ce qui fait donc logiquement peur à pas mal de Français et aux médias européens en général. Cependant, avant de juger ce personnage et de juger potentiellement les Argentins parce qu'ils ont voté pour lui, je pense qu'il est vraiment très important de comprendre dans quel contexte économique est l'Argentine au moment de l'élection. Le pays a actuellement 140% d'inflation, 140%, une inflation qui devrait sur l'année 2023 entière, selon JP Morgan, être autour de 210%. Donc on est sur des chiffres d'inflation qui sont parmi les plus élevés au monde et qui rendent la vie absolument impossible. La monnaie argentine a perdu 99% de sa valeur sur 15 ans et
90% de sa valeur sur 5 ans, ce qui est complètement invivable. Avec une inflation pareille, ça rend la capacité d'épargne des Argentins quasiment nulle. Ils sont obligés d'épargner en dollars forcément parce que sinon leur épargne s'évaporerait à une vitesse folle. Mais le gouvernement argentin fait exprès d'empêcher les gens d'acheter du dollar. Ils mettent des limitations sur ça légales, ce qui rend la vie des Argentins extrêmement compliquée. En plus de ça, au niveau de la dette, comme vous le savez sûrement, l'Argentine est un pays qui a fait faillite plusieurs fois, qui est dans une situation de dette parmi les plus compliquées au monde. Ils ont 40% de leur population qui est sous le seuil de pauvreté et ils ont une croissance économique qui est négative en 2023 et de toute façon avec les autres problèmes économiques qu'il y a, il ne peut pas y avoir de vraie croissance économique dans le pays. Donc on est vraiment sur une situation économique en Argentine qui est apocalyptique. Et donc le fait d'avoir un candidat qui va être très anti-système, qui va vouloir détruire l'État, détruire la banque centrale argentine et tout ça, dans ce contexte-là, c'est très justifiable. L'analyse économique, on va rester uniquement sur l'économie parce que c'est le principe de la chaîne, mais l'analyse économique qui est faite par monsieur Milei, dans ce contexte spécifique de l'Argentine, c'est juste avoir du bon sens, c'est juste regarder la vérité en face, c'est pas faire preuve de folie de quelconque manière que ce soit. D'autant plus, et c'est sans doute pour ça que le sort de l'Argentine est vraiment particulier, c'est que c'est un pays qui n'a aucune raison d'avoir un tel niveau de pauvreté, d'avoir un tel niveau d'inflation. Vous allez avoir beaucoup de pays qui vont avoir de grosses difficultés économiques, mais pour des raisons historiques, géographiques, par manque d'infrastructures, ou à cause par exemple de conflits réguliers qui sévissent dans la région et qui empêchent un développement économique. Mais pour l'Argentine, il n'y a rien qui explique un tel niveau de détresse économique, si ce n'est simplement un gouvernement, une banque centrale et globalement ce qu'on va appeler une élite économique en Argentine qui fait globalement n'importe quoi. C'est peut-être l'un des pires gouvernements du monde en termes de gestion économique d'un pays. Enfin, c'est vraiment une situation très particulière. Et donc voilà, avant de juger le personnage qui évidemment est très extravagant, qui a ce personnage de Super Trump un peu fou, etc., il faut vraiment se plonger dans un contexte qui est très particulier à l'Argentine et qui justifie des mesures qui sont fortes, puisque le candidat qui était l'adversaire du Super Trump, c'était l'ancien ministre de l'économie qui aurait prolongé et perpétué les problèmes économiques majeurs qu'ont l'Argentine actuellement. Donc voilà, c'est un changement qui peut paraître un peu brutal, mais qui est hautement justifié par l'économie et par une situation qui est presque unique au monde. Dernière actu, il y a beaucoup d'activités en ce moment au niveau de l'intelligence artificielle, avec notamment l'ancien CEO d'OpenAI qui a été licencié de son poste. Alors OpenAI est une entreprise assez particulière qui à la base était une association à but non lucratif. Elle s'est ensuite transformée en entreprise principalement parce que le coût de développement de telle technologie est extrêmement élevé et donc en tant qu'association c'était trop compliqué de financer ça. Et la gouvernance d'OpenAI qui était peut-être restée fidèle à ce principe un peu associatif ou en tout cas qui avait certains objectifs extra-financiers, était pas forcément contente visiblement avec les décisions qui avaient été prises par monsieur Altman. Donc il a été viré de son poste, remplacé par l'ancien CEO d'une entreprise Twitch qui était une filiale d'Amazon et qui a très bien marché. Cependant, lui et une grosse partie d'OpenAI ont été recrutés par Microsoft qui possède déjà 49% d'OpenAI et qui donc se positionne encore plus fortement en tant que leader sur le marché de l'IA puisqu'ils héritent d'une équipe qui est peut-être la plus compétente du monde dans le domaine de l'IA et qui donc devrait les aider à encore plus développer leur position sur ce marché. Et globalement, c'est un recrutement exceptionnel pour Microsoft qui s'offre la meilleure équipe de développement IA du monde pour une bouchée de pain. En France, cette semaine, on a également Xavier Niel, monsieur Sadé, directeur de CMA-CGM et l'ancien PDG de Google qui ont annoncé la création d'un nouvel super acteur français de l'IA baptisé QTAI. Le lancement est accompagné d'un financement de 300 millions d'euros, ce qui est assez significatif, ce qui reste relativement faible par rapport aux Américains, mais ça reste une bonne nouvelle pour les technologies françaises qui viennent de créer 2 startups de taille avec Mistral AI et avec ce nouveau acteur QTAI. Voilà, merci à tous, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous avez toujours le code FINACTU20 pour les abonnements Finari si vous voulez les avoir avec une réduction. Merci à tous et à une prochaine fois.